Salut à tous, les Gones, c'est Mika, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Une victoire super importante, 3-2, très importante parce que c'était pas évident. On savait très bien que l'OL allait jouer des équipes de très haut niveau au cours du mois qui venait, le Paris, Brest, Monaco et Lille. Pour l'instant, on est à 2 victoires sur 3, ce qui est plutôt bien. Il faudra confirmer à Lille, ça va être très difficile. Je pense sincèrement qu'au vu des scores de nos concurrents aux places européennes, l'OL n'a plus vraiment le choix, il faut quasiment faire un 3 sur 3, donc Lille, Clermont et Strasbourg, ça va être difficile, parce que le Lille de Fonseca est une très belle équipe. D'ailleurs, je serai au stade Pierre-Mauroy dans une semaine, j'y serai avec un copain que je salue, Marty. On y sera tous les deux, ce sera très 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 difficile, mais il faut y croire. Quoi qu'il en soit, les Gones, si le contenu vous plaît, pensez, c'est la musique habituelle, à liker le contenu, pensez à vous abonner, pensez à commenter, à activer la cloche, c'est super important, ça ne vous coûte rien, c'est un geste tout simple, mais qui encourage la chaîne et qui donne de la force pour aller encore plus loin, donc merci à vous les Gones, et place au débrief du match en 3 points. Le premier point, il n'est pas inhabituel. Je dirais que l'OL, encore une fois, fait un match avec ses forces et ses faiblesses. Alors, ses forces, maintenant, on les connaît un peu mieux. Les faiblesses, on les connaît depuis très longtemps. C'est criant, je dirais, même encore une fois. Dans les points forts, l'OL a fait preuve de qualité mentale de très haut niveau. Et vraiment importante, parce que moi, je vous le dis franchement, les Gones, à 1-0, quand on prend le but à la 21e seconde du match, je me suis dit un truc tout simple, on va encore couler. Parce que le match au Parc des Princes m'a traumatisé. 1-0, 2-0, 3-0, Ramos sur une jolie tête dans les cages de Lopez. Et je me suis dit, mince, ça en prend le même chemin. Et je pense qu'on est nombreux, vous me le direz en commentaire, les Gones, à se dire au bout de quelques secondes de jeu que oui, l'OL peut sombrer et que oui, l'OL peut dégoupiller comme au Parc des Princes. Mais que nenni, l'OL s'est relevé, a eu une force de caractère vraiment très intéressante. Et je dirais que même s'il y a eu un gros quart d'heure de souffrance où on a subi, parce que Monaco est une équipe, je le dis souvent, mais en Ligue 1 hors Paris, qui est pour moi dans une sphère encore différente, avec des moyens très très différents, mais ce Monaco-là d'Adi Hutter est une très belle équipe qui combine plein d'aspects de jeu différents, capable d'être puissant dans l'impact avec Zakaria, Fofana, Salissou qui rentre à la mi-temps. Bref, des joueurs très puissants qui offrent à Monaco une forme de stabilité physique et intense. Et en même temps, devant un trio de joueurs de poche très très forts techniquement dans les petits espaces. Minamino, Ben Yedder, Akliouche et en plus Sangolovin qui est blessé jusqu'à la fin de saison. Il y a plein de matchs où en débrief, je vous ai dit que je trouvais qu'on avait une approche de jeu offensif trop stéréotypée, trop convenue, trop scolaire. Pour moi, ça n'a pas été le cas contre Monaco. J'ai vu des séquences de jeu très simples, hein, en une touche, jeu vertical, Cacré à la baguette qui décale Mata, débordement centre. J'ai trouvé qu'on avait été dans le jeu offensif très varié et qu'on ne s'est pas contenté de ce circuit que l'on voit trop souvent à l'OL, à savoir on écarte sur le côté, possession en U, on écarte, et là on rentre dans l'axe pour centrer ou tirer. Et j'ai réellement apprécié l'apport offensif de Mata qui s'est projeté et qui n'est pas qu'un simple latéral droit défensif comme trop souvent on peut un petit peu le caricaturer. J'ai aimé ce qu'il a fait, j'ai aimé aussi l'apport de Maitland-Niles sur le côté gauche, qui n'est pas forcément le plus à l'aise à ce poste-là, mais qui a fait bien son job. Bref, j'ai aimé ce qu'on a fait sur les côtés, c'était vraiment intelligent, bien pensé, d'autant plus que Monaco, il faut aussi le dire, a un jeu de côté de très bon niveau, avec des joueurs qui sont de bons latéraux. Et j'ai vu sur une mi-temps, sur 45 minutes, Vanderson, qui est peut-être l'un des 2-3 meilleurs latéraux droits en France, en grande difficulté face à Benrahma, qui l'a mis au supplice, quoi. Percussion sur le côté, débordement, je rentre dans l'axe, je centre, je passe, je tire, bref. Benrahma a été tellement dans son jeu varié que Vanderson a eu beaucoup de mal à le lire techniquement. Et ça, c'est bien. C'est bien et c'est pour moi l'un des points forts et positifs du match de l'OL, le jeu de côté et les approches offensives variées sur le plan offensif. L'OL, malheureusement, est une équipe trop naïve défensivement. Je me tue à le dire match après match, mais on subit. Et le but du 1-0 et le 2-0 sont pour moi des révélateurs de tout ce que l'OL fait mal défensivement. Si on reprend le 1-0, on perd le ballon, transition, attaque, défense, et là, on met du temps, on n'arrive jamais à récupérer le ballon, on n'arrive jamais à stopper l'action, et là, sur un bon décalage, un centre en retrait vers Balogun, qui la dévie, qui n'arrive pas à la pousser au fond, Ben Yedder est là en embuscade, lui qui est un buteur de grande qualité aussi en Ligue 1,
et hop, 1-0, il n'y a pas hors-jeu évidemment, et l'action est en tout point révélatrice de ce que l'OL fait de très mal, de très très mal. Si on reprend l'action, je vous la mets à l'écran, les gones, on est loin sur le duel, on n'arrive pas à stopper l'action, on n'arrive pas à la freiner, Matic est très très loin, et défensivement, là encore, petit focus sur Jake O'Brien qui est très loin, très très loin. C'est un joueur qui me pose problème, je le dis souvent en débrief de match, maintenant vous me connaissez les gars, j'en parle régulièrement. Pour moi, c'est un joueur qui a des qualités physiques naturelles qui sont énormes, qui sont même hors du commun. Il est grand, très grand, il fait 1m96 dans mon souvenir. Il est très puissant, il est très véloce, il est très rapide. Il prend à la course quasiment, je pense, tous les joueurs de Ligue 1, à peu de choses près, y compris les plus rapides, je pense. Mais malheureusement, dans le 1 contre 1 et dans la lecture des ballons, waouh, c'est vraiment compliqué. Et le but du 1-0, on voit bien, il suit en fait du regard Balogun. Balogun fait appel contre appel. Il est tout seul parce que O'Brien est carrément pris dans l'appel contre appel de Balogun. Et malheureusement, on est loin et ça fait but. Alors, c'est pas le seul, hein, parce que dans l'action, on voit aussi clairement que Matic est loin et met du temps à revenir. Maitland-Niles est très loin. Regardez sur l'action, il est quasiment, je crois, à 10 mètres de Minamino. Et tout ça combiné fait qu'en fait, on a une somme d'erreurs individuelles qui font que, bah voilà, quand en face, tu as la qualité d'un Ben Yedder, d'un Minamino ou d'un Akliouche, ça fait but, c'est but. On est trop loin, on est trop naïf, l'OL subit trop, ne cadre pas assez les porteurs de ballon, on n'est pas assez présent, on n'est pas assez agressif. Ce constat-là, les gones s'amusent de le dire, mais chaque semaine, je le répète, c'est un peu une ritournelle. L'OL n'est pas agressif, l'OL est naïf, et malheureusement, quand tu affrontes Brest, quand tu affrontes Paris, Monaco et Lille le week-end prochain, c'est rédhibitoire. Là, ce qui nous sauve, c'est qu'on a encore une fois une qualité mentale pour renverser la vapeur. Je rappelle que l'OL, sur les 18 derniers points, l'OL en prend 13 après avoir été mené au score. Ça prouve bien que, alors on exclut le match du PSG qui est un petit peu une parenthèse négative, mais ça montre bien que l'OL a des vertus mentales très importantes. Ça, c'est bien. Mais c'est quand même dommage de devoir tout le temps réagir et de ne pas agir. J'ai préféré que l'OL agisse et soit plus rigoureux du début à la fin du match. Là, bien souvent, on se met un petit peu dans la mouise tout seul. Il y a bien un jour où, malheureusement, on va le regretter. Mon deuxième point, les gones, très important, l'OL a un banc de luxe, un banc qualité premium à l'échelle de la Ligue 1. Je fais référence à un tweet de mon frérot, mon petit poulet, au fond du canapé, Ethan, que je salue, que j'embrasse. Ethan qui a dit que l'OL avait un banc de luxe. Il a totalement raison. L'OL a un banc de luxe qui fait du bien parce que même si le coaching de Pierre Sage intervient très très tardivement, même trop tard pour moi après l'heure de jeu, contrairement à 18h qui lui à la mi-temps change 3 joueurs, il fait rentrer Salissou, Ouattara et un troisième qui m'échappe. Mais je trouve que Pierre Sage tarde un peu trop à changer ses joueurs parce qu'on voit qu'il y a un point qui cloche. On le voit bien à la mi-temps, on n'est pas bien. Et durant quasiment 20 minutes, on subit. Monaco est plus haut, fait rentrer, comme je dis, Salissou, est quasiment en 3-5-2 et prend beaucoup de risques. Mais en même temps, Salissou est véloce et rapide. Zakaria aussi, ce qui fait que Monaco joue plus haut et peut prendre des risques offensifs parce que derrière, il y a des joueurs qui vont très vite pour récupérer la profondeur. Donc ça, Monaco le fait bien. On subit. On est en bloc plutôt bas, Monaco en bloc très très haut, avec une largeur qui est vraiment intéressante sur les côtés. Ouattara qui prend bien le côté gauche. Bref, on subit et nous, on réagit un peu tardivement. Mais quand on réagit, quand on fait rentrer Fofana et Cherki, tu as deux joueurs qui sont techniquement très très bons, qui peuvent faire des différences balle au pied en 1 contre 1. L'OL a un banc de luxe, comme dirait, au fond du canapé. Mon troisième point, les gones, pour finir le débrief, c'est que l'OL, malheureusement, n'est plus maître de son destin. Oui, parce qu'en fait, on prend les 3 points, c'est très très bien. On est 8e, c'est bien. On a 44 points, c'est bien. On est des miraculés, effectivement, mais, il y a un mais. Il y a un impondérable qu'on ne pouvait pas gérer avant le match. C'est que l'OM et Lens se quittent sur une victoire de l'OM. Alors, il y a longtemps eu un partout, et les Lensois ont trouvé le moyen d'offrir aux Marseillais les 3 points sur une bourde, une relance dans l'axe de Daïdara qui offre littéralement le but. Et la victoire de Marseille change tout, change vraiment tout. Dans mes prévisions de fin de saison, il y a maintenant 10-15 jours, j'avais dit que l'OL, si on prenait 9 points sur 12, on serait européen. Dans mes calculs, les gars, vous allez rire, j'avais intégré le fait que Marseille et puis Lens se quittent sur un match nul. Malheureusement, la bourde lensoise, l'offrande des Lensois aux Marseillais,
change un petit peu la donne. Pourquoi? Alors, petit point classement. Nous sommes actuellement 8e avec 44 points. Marseille 44 points et Lens 46 points. Certes, le score de Lens au Vélodrome resserre les positions. On se rapproche de l'Europa League. Ça peut paraître une bonne nouvelle. Pour moi, ça ne l'est pas. Parce qu'en fait, nous ne sommes plus maîtres de notre propre destin. Si l'OL remporte les 3 matchs qui viennent contre Lille, Clermont et Strasbourg, on aura fait 9 sur 9, mais ça peut ne pas suffire. Au même moment, si Marseille et Lens font 9 sur 9, nous ne serons pas européens. Et ça, c'est problématique parce que si Lens avait pris le nul au Vélodrome, je pense que l'OL, en faisant le job, 9 sur 9 aurait fini en Conference League à 99%. Désormais, il faut attendre un faux pas de Lens, de Marseille, même des faux pas. Et c'est compliqué parce qu'à la différence de but, on est maintenant, je crois, à -9. Marseille a +9. Donc, autrement dit, entre Marseille et nous, il y a non pas 0 point d'écart, mais il y a 1 point d'écart, qui est la différence de but. Et entre Lens et l'OL, il n'y a pas non plus 2 points d'écart, mais il y a en fait 3 points d'écart, parce que là aussi, la différence de but n'est pas bonne du tout. Même si on prend les points, même si on est sur une bonne dynamique, ça pourrait ne pas suffire. C'est très cruel, mais c'est là où on peut se dire que tous les points perdus bêtement, rappelez-vous les matchs où on doit gagner, hein, parce qu'on mérite de prendre les points à la maison et on fait un nul, le match contre Reims qu'on doit gagner, où on fait un partout, c'est dommage. C'est dommage. J'espère que l'on finira européen. J'y crois encore, parce qu'il y a une place pour l'être. Mais malheureusement, on n'a plus entre nos mains nos cartes. Bref, ça ne sera pas simple. Je ne vous cache pas que avant le match de Marseille, je pensais que l'OL finirait 7e. Après le match de Marseille contre Lens, j'ai quelques doutes. Et enfin, les tops et les flops du match. Bon, sans grande surprise, Jake O'Brien, c'est un joueur qui est, je dirais, bon offensivement, bon physiquement, bon à la course. Mais par contre, dans la compréhension défensive, dans l'intelligence défensive, dans la rigueur défensive, qui pour moi est très importante. Je vous rappelle que j'ai une culture de foot Serie A. J'ai grandi avec les Nesta, les Maldini. Donc moi, les défenseurs, c'est un point hyper important. Quand tu cadres ou pas bien ton opposant, quand tu marques, quand tu es rugueux au duel, c'est essentiel. Voilà. Et malheureusement, lui, ça, il ne l'a pas encore. Et j'espère qu'il va progresser parce que pour moi, on ne pourra pas l'an prochain continuer avec un joueur comme O'Brien qui nous coûte des buts et qui défensivement est beaucoup trop laxiste, beaucoup trop naïf. Mon top du match, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui m'a plu particulièrement, c'est Saïd Benrahma. Il a vraiment fait un match complet et peut-être pour moi son meilleur match sous les couleurs de l'OL. Je l'ai vu déborder pied gauche, centrer du gauche sur le but de Lacazette, c'est vraiment ça, hein. Il déborde côté gauche, super ballon, centre du gauche que Matic ne reprend pas et laisse pour Lacazette, but. Je l'ai vu aussi rentrer dans l'axe et puis s'insérer dans le cœur du jeu pour être un petit peu ce meneur excentré. Vraiment, Benrahma a fait un gros match que j'ai aimé et pour moi, c'est le top du match. Vraiment très très bien. J'aurais pu dire aussi Lacazette, évidemment, qui est un petit peu le meneur, le guide spirituel de l'équipe et qui nous remet sur les bons rails. Mais vraiment, Benrahma, je voulais le dire, c'est mon top du match. Bravo, Saïd, très bien. Continue comme ça. Et petite parenthèse sur un cas qui fait débat dans la communauté OL. Je sais que beaucoup en parlent avec insistance match après match. C'est Ernest Nuama. J'avoue avoir un peu de mal à comprendre tous les débats et je dirais presque que la fixette dont il est victime depuis des matchs et des matchs. Il y a un peu une étiquette qui lui est collée au dos. Nuama, c'est qu'en fait, oui, c'est un joueur qui est brouillon. Ça, on l'a tous vu. Voilà, c'est un joueur qui n'a pas tout le temps le geste juste, qui parfois va trop vite. Je pense qu'entre ce qu'il veut faire et ce qu'il fait, entre sa tête et ses jambes, il y a un écart. Parfois, il va trop vite et il doit progresser dans la maîtrise de son tempo, de son jeu à lui. Parce qu'en fait, il percute beaucoup, tout le temps, il n'est pas avare en effort, il ne se cache pas. C'est quelqu'un qui, quand il échoue, se relève et continue encore, encore et encore. Ça, c'est une qualité qui est immense. Un joueur de 19-20 ans qui, malgré les échecs, malgré les dribbles non réussis, continue, se relève, percute encore et encore, c'est inestimable. C'est une qualité qui est énorme au plus haut niveau. Mais néanmoins, il est vrai que dans le dernier geste, ça pêche encore. Même si je trouve, il faut aussi le dire, depuis une quinzaine de jours, depuis 2-3 matchs, on va dire, il est mieux.
il marque au Parc des Princes. Ce soir encore, il peut donner 2-3 ballons. Bref, on sent qu'il progresse dans la compréhension du jeu. Mais effectivement, il doit encore faire mieux. Parce que oui, il a entre les pieds un talent qui est fou physiquement. Il va très très vite, il est puissant, il est percutant, il est dynamique, il est déroutant. Mais il faut qu'il mette cet atout physique au service de son jeu. Et le jour où il va lever plus les yeux pour voir ce qu'il y a à droite, à gauche, dans l'axe, devant lui, derrière lui, il sera un joueur différent. Et vraiment, c'est un joueur qui ne se cache jamais. Donc je pense qu'il faudrait l'encourager et être un peu moins sur ses côtes, sur son dos. Voilà, j'insiste, c'est un petit peu mon coup de gueule du jour. Je trouve qu'on en fait trop sur Nuama. C'est un jeune joueur qui est plein de qualités, encourageons-le, parce que le jour où il va comprendre et assimiler que son physique peut lui offrir la chance d'être décisif quasiment à tous les matchs, en levant les yeux et étant plus intelligent et plus réfléchi, on aura un joueur qui, je le maintiens, sera à son poste top 10 européen. J'en suis intimement convaincu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quel est votre point de vue sur le match, votre ressenti, et si pour vous, oui ou non, l'OL peut finir européen en faisant un 9 sur 9 lors des 3 prochains matchs. On se retrouve dans quelques jours pour le débrief du match contre le LOSC de Fonseca. Je serai au stade pour encourager nos gones et j'espère vous ramener les 3 points. Ciao ciao les gones, je vous embrasse, à bientôt. Et les l'OL.